Liberté et déterminisme, et le professeur Lejeune est justement un médecin qui a fait le choix non seulement d'être un excellent scientifique, mais de porter sa morale avant tout et sa vertu de prudence. Merci beaucoup Marie. Alors je suis un petit peu gênée de parler de Jérôme Lejeune ici, puisque lui-même est venu parler souvent, rue des Renaudes. Donc c'était un endroit, une œuvre qu'il aimait beaucoup bien sûr. Et puis je suis sûre que parmi vous, beaucoup l'ont connu directement et en parleraient mieux que moi. Donc je vais essayer quand même de faire de mon mieux. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Jérôme Lejeune aujourd'hui? Parce que j'ai la chance d'être la postulatrice de sa cause de canonisation. Donc j'ai la chance de pouvoir passer 15 ans maintenant à étudier sa vie, enfin au moins 11 ans, parce que la cause a commencé en 2007, voilà, donc vous pouvez calculer. Et donc il y a eu d'abord la partie diocésaine du procès pendant 5 ans, 2007-2012, puis ensuite le procès romain, donc il n'est pas fini puisqu'il n'est pas encore canonisé, mais il est désormais vénérable depuis le 21 janvier 2021. Voilà. Donc ça veut dire que ses vertus sont reconnues héroïques, ce qui nous donne une certaine liberté de pouvoir parler de ses vertus et de le montrer en exemple en attendant le miracle pour sa béatification. Donc en fait, Marie m'a demandé de parler de Jérôme Lejeune comme modèle de scientifique voilà, qui suivait sa conscience, donc qui incarne en fait l'unité entre la science et la conscience. Alors, je voulais commencer par une petite citation de Jérôme Lejeune qui vous illustre la problématique. La science est véritablement l'arbre du bien et du mal. Elle donne indifféremment des fruits bons et des fruits mauvais. Toute notre responsabilité de scientifique est d'essayer de cueillir les fruits bons et de ne pas offrir les fruits mauvais à nos contemporains ou à nos descendants. Donc il ne s'agira pas ici de dire que la science est dangereuse, ni de dire qu'il n'y a de vérité que scientifique. Cette phrase m'a marqué parce que c'était la conclusion, une introduction, je ne sais plus, mais de mon cours de philo en terminale. Notre prof marxiste nous avait dit il n'y a de vérité que scientifique. Et donc elle nous avait montré ça pendant le cours. Et moi, du haut de mes 17 ans, je vais lever la main, je vais dire non, madame, il n'y a pas de vérité, la vérité n'est pas que scientifique. Alors elle m'a dit, ah bon, c'est bien, pourquoi, explique. C'était une super prof, qui est partie très ouverte et qui aimait la discussion. Et bon, alors évidemment, j'ai répondu avec des arguments qui n'étaient pas du tout philosophiques, mais comme on était dans une école catholique, j'ai pu dire librement, mais non, parce que Jésus dit, je suis la voie, la vérité et la vie. Donc la vérité, c'est une personne. Alors bon, c'est pas très philosophique, mais enfin c'était très vrai quand même. Et alors c'était très intéressant parce qu'elle m'a dit, bah c'est bien, continue, développe, enfin, elle ne m'a pas du tout mis dans un coin en disant, mais ça n'est pas du tout philosophique, ça n'est pas une démonstration. Alors, du coup, ça m'a marqué et c'était intéressant parce que cette phrase de cette professeure est emblématique du monde contemporain où en fait il n'y a de vérité que scientifique. Et comme disait mon téléspectateur, on a l'impression qu'en fait ce sont aujourd'hui sur les plateaux de télé, ce sont les médecins qui détiennent la vérité à peu près en toutes choses. Donc on les interroge sur tout, et notamment sur les questions de bioéthique, ce sont les médecins et les chercheurs qui savent ce qui est bon ou pas de faire, et qui ont souvent un peu de mal à se laisser eux-mêmes interroger par qu'on pourrait appeler la morale, un mot qui en général ils n'aiment pas trop, qu'ils préfèrent remplacer par l'éthique, mais ils pensent souvent que l'éthique c'est eux qui doivent la donner. Alors on va voir avec Jérôme Lejeune qu'il peut y avoir une autre méthode, une autre façon de procéder. Et on va faire ça en plusieurs temps, juste pour savoir combien de temps j'ai. Il est 11h26, donc je calibre jusqu'à quelle heure à peu près? D'accord. Donc déjà, Jérôme Lejeune, pour comprendre le professeur Jérôme Lejeune, il faut voir que c'était un authentique chrétien. C'est-à-dire qu'il est né catholique, il a grandi dans une famille profondément croyante, et donc très naturellement, si j'ose dire, il a grandi en portant au cœur le désir d'être fidèle à son baptême, fidèle aux promesses de son baptême, et fidèle à l'évangile. Fidèle à l'évangile, ça veut dire prendre l'évangile au sérieux,
et notamment prendre cette phrase au sérieux: ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc on va voir que cette phrase en fait va guider sa vie, ça va être la boussole de sa vie. Et il va se laisser modeler ensuite par la grâce, à travers tous les événements de sa vie, à travers tous les choix qu'il a dû prendre. Voilà, donc c'est pas du tout un Don Quichotte qui est parti en disant je vais changer le monde, je vais sauver le monde, je détiens la vérité. Voilà. C'est pas du tout ce caractère, ni cette personnalité. Alors ça vous paraît peut-être évident pour ceux qui le connaissent, mais je pense que les gens qui ne le connaissent pas ont cette impression peut-être d'un homme qui après s'est montré tellement fort et tellement sûr dans sa conscience justement, que certaines personnes en ont fait un personnage un peu Don Quichotte, ce qui n'était absolument pas. Donc il est mu par cette, voilà, son engagement pour la fidélité à son baptême, la fidélité à l'évangile et au message de charité qui est au cœur de l'évangile. Comment ça va se concrétiser, c'est mon deuxième point, eh bien par son engagement comme médecin et cet amour inconditionnel qu'il va montrer, qu'il va vivre avec ses patients. Alors, bon, je ne peux pas en 3 quarts d'heure faire à la fois toute sa vie, sa biographie et faire ressortir les points principaux qui nous intéressent aujourd'hui, mais quand même, un moment important évidemment, donc c'est donc il est né en 26, pardon pour ceux qui évidemment ne savent pas, donc il a 18 ans à la Libération, la Deuxième Guerre mondiale. Il passe ses études, il rentre à la fac de médecine à ce moment-là, et donc voilà, il passe toutes ces années de médecine. À l'époque, c'est vraiment un jeune étudiant en médecine, enfin comme les autres, quoi, très formé, alors très formé intellectuellement. Ça c'est intéressant aussi parce qu'au moment de la guerre, donc une année, leur père leur a dit aux 3 fils: vous n'irez plus à l'école, c'est trop dangereux, et donc par contre vous allez lire toute ma bibliothèque. Et donc la bibliothèque de Monsieur le jeune père était une bibliothèque dont on rêverait aujourd'hui. Donc vous avez tous les Grecs, tous les Latins, toute la littérature française qui compte. Et donc Jérôme Jeune, à 15 ans, 16 ans, a lu tout ça. Et donc ça a formé évidemment son intellect, sa réflexion, et on verra après au cours des années toutes les références qu'il a, qui nourrissent son intelligence et sa réflexion. Et donc il rentre à la fac de médecine et puis bon, il passe ses examens. Il n'aura pas l'externat, je dis pour la petite histoire, parce qu'il va rater l'externat une fois parce qu'il a passé une année avant les autres. Et puis donc il l'a raté la deuxième année, et la troisième année il a pris le métro dans le mauvais sens. Quand il est arrivé à la maison des examens, les portes étaient fermées. Je raconte souvent ça en conférence pour détendre un peu les parents, là, au moment des examens de leurs enfants. Alors, imaginez si votre fils vous disait qu'il avait raté le concours, qu'il travaille depuis 3 ans, parce qu'il a pris le métro dans le mauvais sens. Donc vous seriez un petit peu énervé. Mais vous voyez, ça n'empêchera pas d'avoir une vie magnifique. Parfois on se demande même si ce n'est pas la Providence qui a joué un tour ce jour-là. Parce que si Jérôme Jeune avait eu l'externat et l'internat, il ne serait sûrement pas rentré après dans le service du professeur Turpin, où il a rencontré ces enfants qu'on appelait alors mongoliens, et je ne serais peut-être pas là aujourd'hui pour vous parler de lui. Donc c'est quand même assez étonnant quand on revoit l'histoire à l'envers. Et donc en 1952, il a fini ses études de médecine, donc il n'aura pas l'internat, mais ça ne l'empêche pas d'être médecin, ça l'empêchera juste théoriquement de faire une carrière universitaire et hospitalière. Et donc en 1952, il est fiancé avec une jeune danoise qui s'appelle Birte Bringsted, danoise d'origine esquimaude. Pour ceux qui connaissent Madame Jeune savent voilà, qu'elle était vraiment, il y avait vraiment du sang esquimau dans ses veines. Parce que quand vous la voyez, on a l'impression de voir Inuk sur la banquise. Voilà, c'est pour ceux qui ont lu ce livre. Voilà. Et donc très, très différente, c'était un couple vraiment atypique. Et donc nous sommes en 1952 et Jérôme Jeune doit trouver un travail. Il vient de finir ses études, il n'a pas d'internat, il va se marier, il faut qu'il trouve un travail. Et le professeur Turpin, qui l'avait eu en stage quelques mois plus tôt, et qui est pédiatre à Saint-Louis, à Saint-Louis à Paris, lui propose de venir travailler dans son service pour s'occuper des enfants qu'on appelle alors mongoliens.
Et donc, il y en a beaucoup en consultation. À l'époque, la génétique n'existe pas comme une discipline à part entière, elle est attachée encore à la pédiatrie. Et donc, Jérôme Jeune va à l'hôpital rencontrer ses patients pour savoir si oui ou non il va rentrer dans le service. Et je vous lis la lettre que Jérôme Jeune envoie à sa fiancée, Birte, qui est partie au Danemark pour leur mariage, donc qui a lieu une semaine plus tard. Je vous lis cette lettre. Donc c'est leur dernière lettre de fiançailles. Ma pauvre chérie, tu n'as pas choisi un milliardaire, et mes débuts seront durs. Je sais pourtant maintenant que tout sera possible, car je sais pouvoir compter sur ton courage et sur la protection de Dieu, puisque ce que nous faisons est bien. Turpin me propose un travail d'1 ou 2 ans sur les Mongoliens. Tu sais, les petits attardés. Je suis persuadée qu'il y a quelque chose à trouver et qu'il est peut-être possible d'améliorer la vie de milliers d'êtres si nous arrivons à trouver pourquoi ils sont ainsi. C'est un but passionnant qui nous demandera de grands sacrifices, ma chérie. Mais si tu es d'accord, pour accepter une vie assez précaire, mais juste et saine, basée sur cet espoir-là, je suis sûre que nous y arriverons. Je dis « nous », car c'est seulement si toi aussi tu marches, si tu m'aides, que j'arriverai à quelque chose. Voilà. Je pense que toute la vie de Jérôme Jeune et de son épouse, de Madame Jeune, est contenue dans cette lettre-là. Vous voyez, une semaine avant le mariage, on ne parle pas du traiteur, des enfants d'honneur, voilà, on parle vraiment de l'essentiel. Donc nous serons pauvres, c'est un but passionnant, et puis nous aurons une vie juste et saine, et si tu es d'accord, nous y arriverons, moi tout seul, j'y arriverai pas. Donc tout est là. Et une semaine plus tard, eh bien, Madame Lejeune dit oui à Jérôme et dit oui à cette mission en fait de leur couple qu'elle suivra fidèlement avec Jérôme tout au long de leur mariage et puis même après la mort de Jérôme Lejeune en 1994, puisque Madame Lejeune, après la mort de son mari, va ouvrir la fondation Jérôme Lejeune qui poursuit l'œuvre de son mari et qu'elle va présider puis être vice-présidente, mais sur lequel elle va travailler chaque jour vraiment jusqu'au jour de sa propre mort en 2020. Donc elle aura vraiment tenu cette promesse jusqu'à son dernier souffle. Donc vous voyez dans quoi s'enracine toute la vie de Jérôme Lejeune, c'est dans cet amour pour ses patients et cet amour qui éveille son désir de les aider concrètement. Et comment les aider concrètement pour lui qui est médecin, eh bien, c'est de mettre son talent à leur service en essayant de trouver pourquoi ils sont comme ça, pour ensuite pouvoir trouver un traitement. Donc la compassion est le moteur de sa vocation de médecin. Et il dira, je suis médecin, j'étais médecin par vocation et je suis devenu chercheur par nécessité, puisqu'il voulait trouver pourquoi ils étaient, les Mongoliens étaient les Mongoliens, et ensuite comment, une fois qu'il avait trouvé, donc la fameuse découverte de 1958, le chromosome supplémentaire. Ensuite, il me dit, moi, ça me fait une belle jambe maintenant de savoir pourquoi ils sont comme ça. Maintenant, il faut trouver comment libérer leur intelligence. Voilà, c'est une maladie d'intelligence. Maintenant, il faut trouver comment libérer leur intelligence, leur rendre la pleine liberté de leur intelligence. Donc, qui a été le moteur de toute sa vie de chercheur pour trouver ce traitement. Donc, cette découverte est une révolution génétique. Beaucoup d'entre vous le savent. En allant brièvement sur le sujet, mais on ne peut pas en faire l'impasse pour comprendre en fait la qualité scientifique de Jérôme Lejeune. En faisant cette découverte en 1958, avec Turpin et Gauthier qui avaient apporté la technique de culture des cellules des États-Unis, en fait, Jérôme Lejeune montre quoi? Il montre que le mongolisme, que désormais on va appeler trisomie 21, 3 chromosomes 21 au lieu de 2, que le mongolisme n'est pas dû, comme on le croyait jusqu'alors, c'est quand même ahurissant, ni, il y avait deux théories. La première, c'était, si vous avez un enfant comme ça, c'est de votre faute, c'est le fruit du péché, voilà, c'est une punition de Dieu. Alors là, je vous dis ça, les jeunes générations qui sont là se disent, non mais là, c'est du délire. Oui, mais c'est du délire, mais il y a 50 ans, c'était encore ça. Voilà. Si c'est que ça... Je dirais c'est le karma. Oui, le karma, voilà. Mais là, c'est vraiment une punition de Dieu. Pourquoi? Parce que le père a du mal à se tenir, soit il était alcoolique, soit il trompait sa femme, voilà, donc elle a eu un enfant comme ça, donc c'est une punition de Dieu. Donc non seulement vous aviez un enfant trisomique, ce qui était déjà pas facile parce que rien n'était fait pour eux à l'époque,
Mais en plus, vous deviez supporter le regard accusateur de la société qui disait bah, c'est comme ça, c'est bien fait pour vous. Voilà. Donc, ce qui explique que tant de familles cachaient ces enfants parce que c'était la double peine. Voilà. On ne savait pas si c'était. Alors, il y avait ça. Sinon, on ne savait pas si c'était contagieux ou pas. Donc, une dame me disait, ben moi, 90 ans aujourd'hui, mais qui me disait, moi, quand une famille très chrétienne, très engagée, des prêtres à toutes les générations religieuses, donc voilà, disant, mais en fait, moi, je me souviens de maman, quand elle voyait un Mongolien sur le trottoir, elle me disait, viens ma chérie, on change de trottoir, parce qu'on ne sait pas, c'est peut-être contagieux. Voilà. L'état de l'ignorance de la science dans les années 50, c'est hallucinant, hein, je ne parle pas du Moyen-Âge. Et puis, pourquoi le nom mongolisme, mongolien, est-ce que vous savez? Parce que, on disait, la théorie du 19e siècle, la seule théorie qui avait été développée, était de dire, que pendant la grossesse, le fœtus, l'enfant, passe par toutes les races intermédiaires pour finir par la race parfaite qui est la race blanche. Et donc ce pauvre enfant s'est arrêté à une race intermédiaire qui est la race des Mongols. Mais évidemment, il ressemble aux enfants de Mongolie. Donc vous voyez, un genre théorie absolument non scientifique et raciste, là je pense qu'on fait difficilement mieux. Mais la médecine n'avait apporté aucune autre hypothèse valable à l'époque où Jérôme Lejeune fait sa découverte en 1958. Donc vous voyez que c'est une révolution pour les familles qui ont un enfant trisomique. Et moi j'ai eu énormément de témoignages de personnes qui ont connu ce passage, et c'est étonnant, c'est incroyable, c'est émouvant. Si vous les interrogez sur ce sujet, elles m'en parlent les larmes aux yeux, en me disant mais vous n'imaginez pas ce que ça a changé pour nous, ça a tout changé, ça nous a libérés, ça a soulevé le poids. Il y a voilà, ces personnes qui ont connu ce passage, parfois c'était des enfants, et donc c'était le frère ou la sœur qui était mongolienne, et ils allaient voir Jérôme Lejeune, et tout d'un coup ils disaient mais ma famille était transformée. Une m'a dit, c'était une famille d'ouvriers agricoles, enfin d'exploitants agricoles, et ses parents ont eu un enfant, une fille trisomique, puis une fille handicapée, puis une fille trisomique. Et là, il dit, mon père s'est effondré, c'est une force de la nature, il s'est effondré psychologiquement à la naissance de la deuxième enfant handicapée, et qui était mongolienne. Ma mère a pris 30 kilos, notre famille était brisée. Et puis on a entendu parler de ce professeur Lejeune à Paris. Alors ma mère est partie avec mes deux sœurs sous le bras, elle est partie à Paris voir ce grand professeur. Mais moi je me souviens encore, je regardais par la fenêtre, j'ai vu ma mère quitter la ferme avec mes deux sœurs. Je me disais, mais comment est-ce qu'elle va revenir? Elle dit, elle est revenue le soir, c'était une autre femme, elle était transformée. Jérôme Lejeune, cette phrase est très belle, Jérôme Lejeune lui a rendu sa dignité de mère. Et mon père s'est remis sur pied. Et en fait, c'était comme dans l'évangile, où on voit les malades qui portent le paralytique jusqu'au Christ. Et bien voilà, nous étions nous étions ceux qui portaient le paralytique vers Jésus, et Jérôme Lejeune a eu cet effet sur le paralytique, sur notre sœur, comme Jésus sur le paralytique. Il a changé notre vie. Et j'ai des témoignages comme ça à l'appel. Vous voyez, cette transformation profonde pour les patients et pour leur famille. Et puis cette révolution génétique, puisque c'était la première maladie par aberration chromosomique, c'est-à-dire due à un problème chromosomique qui était démontré au monde. C'est pour ça que cette découverte a eu autant de retentissement. Jérôme Lejeune va faire d'autres découvertes après, toujours sur les chromosomes, mais celle-là était la première au monde, donc elle a eu autant de retentissement. Et à partir de là, donc on verra ensuite, mais à partir de là, la carrière de Jérôme Lejeune s'est envolée, et il est devenu vraiment le grand généticien, la grande référence en génétique au monde. Mais je vais d'abord revenir sur l'impact sur les familles. Je vous ai dit, le fait de cette découverte a transformé le regard sur la trisomie 21. Mais il y avait aussi cette rencontre entre Jérôme Lejeune et ses patients. Et là, je suis très marquée aussi par la façon dont les patients, enfin les parents plutôt, me parlent de ce moment-là. Et tous emploient quasiment les mêmes mots, les mêmes phrases. Donc c'est vraiment étonnant. Alors, la consultation ne durait pas nécessairement longtemps. C'était une demi-heure. Enfin,
qui déjà nous paraît énorme aujourd'hui, mais voilà, il ne passait pas 2 heures avec ses patients, mais tous les parents ont dit, il y a eu un avant et un après notre consultation avec le professeur Lejeune. Donc en fait, on arrivait, beaucoup n'étaient pas parisiens, donc déjà il fallait venir à Paris, aller voir celui qui était désormais un grand professeur de génétique dans son hôpital à Paris. On était parti à Necker, mais je vous raconterai ça après, l'hôpital Necker. Donc c'était déjà impressionnant. Vous arrivez à Paris, vous êtes avec votre enfant avec vous, c'est compliqué, c'est la grande ville, et vous allez à l'hôpital voir ce grand professeur, il y a beaucoup de stress. Et en fait, nous arrivions et nous étions surpris d'être accueillis avec autant de simplicité, autant d'humilité par ce grand professeur. Et puis donc il s'asseyait et il a mis notre enfant sur les genoux. Et donc c'était petit évidemment. Et puis il commençait à jouer avec les mains. Parce que vous savez que les personnes trisomiques ont des plis palmaires différents des nôtres. Les plis de la main. Et donc Jean Lejeune joue avec l'enfant, regarde ses plis pendant ce temps-là. Et puis il demande aux parents, comment s'appelle votre petit garçon, comment s'appelle votre petite fille? Et la maman dit, elle s'appelle Marguerite, elle s'appelle Paul. Et beaucoup de mères me disent, au moment où j'ai donné le prénom de mon fils, quelque chose a changé en moi. À ce moment-là, j'ai senti que c'était plus un handicapé que j'avais sur les bras, c'était mon fils qui avait un handicap, mais c'était d'abord mon fils. C'est très étonnant, hein, c'est pas juste un témoignage, j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça. Au moment où j'ai donné le prénom de mon enfant, quelque chose a changé en moi. J'ai senti qu'il devenait vraiment mon fils, il devenait vraiment ma fille. Comme si, vous savez, la naissance, je ne sais pas si vous voyez, la naissance psychologique, la naissance dans le cœur de la maman, était au moment où elle a prononcé son prénom là, devant Jérôme Lejeune. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas penser à la Bible, où le Seigneur dit, je t'ai appelé par ton nom, tel saint ta mère, je te connaissais déjà par ton nom, l'importance du nom. Et puis, tous sont frappés par la façon dont Jérôme Lejeune regarde leur enfant. Alors une mère me dit, il a regardé mon fils comme s'il avait devant lui un prince, d'égal à égal, pas du tout un grand professeur avec un petit malade, non, d'égal à égal. Une autre me dit, jamais personne n'avait regardé ma fille avec des tels yeux, jamais personne n'avait regardé avec autant d'amour et de respect. Une autre m'a dit, il a regardé mon fils comme s'il voyait le Christ sur la croix. Une autre encore m'a dit, il a regardé ma fille avec les yeux du Christ. Et ce sont des paroles extrêmement fortes quand même, c'est extrêmement fort. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres médecins qui donnent cette impression-là. Beaucoup de médecins aiment leurs patients et ils sont très dévoués, mais là il y a quelque chose de particulier en fait dans ce contact entre Jérôme Lejeune et ses patients. Et cette consultation, cette façon de regarder ce patient fait des miracles sur les parents. Et c'est pour ça qu'après ils me disent, nous repartions différents, tout était changé. On avait toujours notre enfant bien sûr, mais c'était plus du tout comme avant. On avait 7 enfants qui avaient un handicap, mais on n'était plus tout seul. Il y avait ce grand professeur qui allait nous aider, et puis il nous avait donné une force incroyable. Il nous avait dit rien de trop, rien de pas assez, juste ce qu'on pouvait entendre ce jour-là, juste ce qu'il fallait qu'on entende, et on est reparti plus fort. Alors c'est vrai que dans le cadre de la procédure pour la clause de canalisation, il ne faut pas s'empêcher de penser à la vertu de force et à l'évangile. Vous savez, à un moment, c'est étonnant, Jésus est dans la foule, entouré de beaucoup de disciples, et puis il y a une femme qui a des hémorragies et que personne n'arrive à soigner. Elle a perdu toute sa petite fortune en avoir des médecins qui ne l'ont pas guérie, et alors elle s'approche en tremblant de Jésus, elle dit, si j'arrive à toucher les franges de son manteau, je serai guérie. Et elle s'approche et elle touche les franges de son manteau, et à ce moment-là, il y a cette phrase qui est quand même assez étonnante, qui dit Jésus sent une force sortir de lui. C'est étonnant cette phrase. Cette force, c'est comme si elle n'était pas dépendante de lui en fait. Il sent une force sortir de lui, il se retourne et il dit mais qui m'a touché? Et là, les disciples disent Rabbi, tout le monde te touche. Et il dit non, quelqu'un m'a touché. Et là, la femme dit oui, c'est moi. Et Jésus lui dit tu es guéri, ta foi t'a guéri. Et je pense qu'il y a quelque chose de ce registre-là, alors évidemment tout à fait inconsciemment pour Jérôme Lejeune, mais en tout cas, en tant qu'effet sur les familles, elle ressortait, et toutes me disent, il y avait une force, il nous a donné une force qui nous a tenus toute notre vie. Je peux vous donner un autre exemple, mais je crois que je parle trop longtemps de ça, mais c'est pour vous situer quand même la personnalité.
J'ai rencontré une fois à Paray-le-Monial, donc vous avez les grands rassemblements de Paray-le-Monial, et on avait un stand de la Fondation Le Jeune, et je me souviens d'un homme qui était vraiment une force de la nature, qui vient vers moi, et tout ému, et qui me dit, j'avais rencontré le docteur Le Jeune il y a 30 ans, pour mon fils qui était handicapé. Et donc il me dit ça avec beaucoup d'émotion. Un homme très simple. Et je lui dis, mais votre enfant, à quoi? Il est trisomique? Il dit, non, il a un handicap beaucoup plus lourd. Je lui dis, mais est-ce que vous avez une photo de votre fils? Comment s'appelle-t-il? Est-ce que vous avez une photo? Et il me dit, non, j'ai pas de photo, c'est un handicap trop lourd. Là, c'est quand même assez dur. Et puis il me dit, je n'oublierai jamais, je n'ai jamais oublié, je n'oublierai jamais ce que le docteur Le Jeune nous avait dit quand on avait été le voir. Et je lui dis, est-ce que c'est indiscret de vous demander ce que le docteur Le Jeune nous avait dit? Il me dit, non, il nous avait dit, votre fils aura besoin de son père. Il me dit, ah, mais les larmes aux yeux. Donc vous voyez, 30 ans plus tôt, cette phrase, c'est 30 ans. Et honnêtement, c'est pas une phrase extraordinaire. Votre fils aura besoin de son père. J'étais presque un peu déçue, je m'attendais à la phrase du siècle, et là je ne dis évidemment rien, puisque je voyais que cette phrase avait tenu cet homme. Et le soir, à la veillée prière, donc j'étais dans le fond, sur le côté, et la veillée avait commencé. Et tout d'un coup, je vois passer juste à côté de moi cet homme avec un autre homme du même gabarit que lui. Vous voyez un peu le bûcheron des Vosges, bien carré, bien solide, et portant au milieu d'eux un jeune homme du même gabarit qu'eux, avec des bandeaux autour des mains, et vous voyez, s'appuyant comme ça sur les épaules de l'un, de l'autre, à gauche, à droite, et ne pouvant pas marcher, donc les pieds traînant sur le sol, portés par les deux autres. Ça m'a fait un effet extraordinaire. Je me suis dit, ben voilà, c'est cet homme qui porte littéralement son fils pour monter la nef. Et je me suis dit, c'est fou en fait, cet homme porte son fils et cet homme lui-même est debout par cette phrase que Jérôme Lejeune lui a dit il y a 30 ans. Non, votre fils aura besoin de son père. Ouais. Ça m'a fait un effet fou parce que cet homme lui-même l'avait dit le matin, les larmes aux yeux, et je sentais que c'était la phrase qui le faisait tenir debout. Je me suis dit, donc c'est incroyable l'impact de cette rencontre entre Jérôme Lejeune et ses patients. Voilà. Donc pour cet amour de Jérôme Lejeune pour ses patients. Donc vous l'avez compris, il voit évidemment dans ses patients, dans chacun de ses patients, il voit le Christ. Donc c'est très concret pour Jérôme Lejeune. J'aime à le présenter comme le serviteur du Verbe incarné. Il aimait beaucoup le prologue de Saint Jean, mais ce n'était pas de la théorie. Je pense qu'il voyait vraiment en chaque patient le Verbe incarné. Alors je saute un peu parce que sinon je n'aurai pas le temps pour vous dire. Je vous dis une phrase de lui quand même qui résume un peu ce que je viens de vous dire sur le serviteur du Verbe incarné. Si on veut vraiment attaquer le Fils de l'homme, il n'y a qu'un moyen, c'est d'attaquer les fils des hommes. Le christianisme est la seule religion qui vous dise « votre modèle est un enfant ». Quand on vous aura appris à mépriser l'enfant, il n'y aura plus de christianisme. Et cette phrase est d'autant plus vraie qu'en 1973, à l'abbaye de Royaumont qui n'est plus qu'un lieu de conférence, vous voyez, 1973, on est en plein débat sur l'avortement. Jérôme Lejeune est invité par une journée organisée par des journalistes sur la question de l'avortement. Et ne sont à cette journée que des personnes pour l'avortement, à part un évêque et Jérôme Lejeune. Et Jérôme Lejeune n'avait pas envie d'y aller, mais comme l'évêque était invité, l'évêque n'avait pas envie d'y aller tout seul non plus, et donc Jérôme Lejeune lui avait proposé de l'accompagner. Et en fait, Jérôme Lejeune a raconté, Madame Lejeune était allée avec lui, et Jérôme Lejeune a raconté ce qu'il avait dit. Donc tous les discours qui se suivaient étaient tous en faveur de l'avortement. Et puis il avait repéré au premier rang une femme qui avait l'air d'être un peu le chef d'orchestre. Les gens venaient la voir, lui demandaient conseil, enfin on voyait bien que c'est elle qui organisait tout. Mais elle ne s'était pas présentée, elle n'a pas parlé, etc. Et seulement, à un moment, elle s'est levée et elle a dit « Nous voulons détruire la civilisation chrétienne. Pour pouvoir détruire la civilisation chrétienne, il faut détruire la famille. Et pour détruire la famille, il faut la détruire dans son rayon le plus faible, l'enfant à naître.
c'est pour cela que nous sommes pour l'avortement. Et elle s'éracise. Alors ça, Jérôme Lejeune a jamais oublié cette phrase. Et après, dans les actes de la journée, et c'était intéressant, il manquait deux choses. La conférence de Jérôme Lejeune, qui vous sera envoyée ultérieurement, en 2025, nous l'attendons toujours, et cette intervention de cette femme qui était le pilote de la journée. Vous vous rendez compte de la phrase. Nous voulons détruire la civilisation chrétienne. Pour pouvoir la détruire, il faut détruire la famille. Et pour détruire la famille, il faut l'attaquer dans son maillon le plus faible, qui est l'enfant à naître. C'est pour cela que nous sommes pour l'avortement. Donc il y a un vrai combat idéologique contre l'Église, contre le Christ, à travers l'avortement. C'est un sujet à part entière qu'on ne peut pas traiter là, mais pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, je vous invite à lire le livre de Pierre Simon, La vie avant toute chose, qui est incroyable, qui est sorti en 76 ou 77. Pierre Simon donc, était grand maître de, alors je ne sais jamais si c'est la Grande Loge de France, ou je crois que c'est la Grande Loge de France, qui a été chef de cabinet de Simone Veil, qui a été le fondateur du planning familial en France. Et dans ce livre que Madame Lejeune avait fait lire, elle m'a dit, vous verrez, Aude, tout est inscrit là. Et au bout de 3 pages, Madame Lejeune, c'est pas possible, il fait l'apologie de la vie. Non, non, mais continuez de lire. Et en fait, Pierre Simon explique comment, à partir des années 50, l'objectif de la franc-maçonnerie est de faire passer l'avortement en France. Et comme les esprits ne sont pas mûrs pour ça, de commencer par faire passer la contraception. Et quand les femmes seront habituées à avoir un enfant quand elles veulent, elles feront le pas de dire, quand l'enfant vient et qu'il n'est pas attendu, à ce moment-là, on est prête à passer à l'avortement. Et c'est intéressant parce qu'il montre bien dans le premier chapitre que c'est pour l'occasion d'un nouvel ordre du monde. C'est de montrer que ce qui était inscrit dans la Genèse est faux, et après quand Dieu dit la femme enfantera dans la douleur, en fait c'est faux, et donc il faut apprendre, c'est étonnant hein, d'ailleurs, il faut commencer par l'accouchement sans la douleur, pour montrer déjà que la Genèse est fausse, et ensuite montrer, donc si la Genèse est fausse, tout cet enseignement de l'Église est faux, et donc libérer la femme de l'oppression de l'Église. Mais c'est écrit noir sur blanc. Et donc la gynécologie doit être le levier pour mettre en place ce nouvel ordre du monde. Alors ce livre est extraordinaire parce que tout était décrit dans la stratégie. Et donc Madame Lejeune, qui était toujours extraordinaire, aussi dans un autre sens et de prévision, a acheté 15 exemplaires d'un coup. Et 15 jours après, le livre a été retiré des librairies parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était quand même une énorme erreur stratégique de publier ça. Et Dieu merci, Madame Lejeune avait des exemplaires et donc nous les faisons lire allègrement parce que c'est très très impressionnant. Il y a des études qui montrent que le taux de dépression postpartum est beaucoup plus important après un accouchement sous péridurale que sans. Ah oui, ouais, c'est intéressant. Alors ça c'est un peu un autre sujet, mais c'est intéressant quand même, ce serait à creuser. Oui. Donc voilà, pour vous dire où se situe en fait, quand on aime son patient, quand on l'aime, y compris avec son handicap, quand on l'aime comme si c'était on voit en lui le Christ, quand on est serviteur du Verbe incarné, on a une conscience très, très profonde de l'enjeu qu'il y a là à s'attaquer à l'enfant à naître. Et alors, je passais rapidement sur le grand scientifique qui était Jérôme Lejeune. Vous avez vu donc cette découverte extraordinaire, les découvertes ensuite qui s'enchaînent avec lui dans son laboratoire. Les Américains, dont la génétique était très en retard sur la France à l'époque, Jérôme Lejeune le dit souvent dans ses écrits, dans son journal ou dans les lettres à sa femme, les Américains se disent, lui, il faut qu'on le récupère, donc l'invite à tous leurs congrès aux États-Unis, crée la première chaire de génétique fondamentale à la Columbia University et la crée pour lui en lui demandant de devenir le premier président, le premier professeur de cette chaire, avec des émoluments absolument inimaginables en France à l'époque, en 59-60. Jérôme Lejeune en parle à sa femme qui dit non, nous restons en France, tous les deux n'avaient aucune envie de partir aux États-Unis. Jérôme Lejeune aimait la France, avait tout reçu de la France, donc voulait servir en France. Mais les Français inquiets se disent oula, il va partir aux États-Unis, il faut qu'on lui propose aussi un beau poste. Et donc, chose extraordinaire, le ministère de la Recherche, les académies se disent il faut qu'on crée une chaire de génétique et puis on va le nommer professeur. Mais vous vous rappelez, au début,
il n'a pas eu l'externat. Donc sans externat, pas de carrière universitaire. Impossible de le nommer professeur. Je dis, c'est pas possible, elle a fait une découverte incroyable, il a une carrière incroyable, il faut qu'on puisse. Donc c'est là où on se dit quand même la providence est incroyable. Quand le bon Dieu veut quelque chose, il arrive toujours à ses fins. Eh bien, Jacques Lafourcade, qui était un grand ami de Jean Lejeune et collègue, réussit à trouver un décret de Napoléon disant quand un médecin a fait une grande découverte, même s'il n'a pas tous les diplômes qui vont bien, on peut le nommer professeur. Donc ce décret a sûrement servi une fois du temps de Napoléon, il ne l'a pas fait par hasard, et pour Jérôme Lejeune. Et c'est comme ça qu'on a pu nommer Jérôme Lejeune professeur de cette première chaire de génétique fondamentale en France, et puis donc chef de service à Necker enfants malades, où il a ouvert ce service de génétique. Alors, ce qui veut dire concrètement que Jérôme Lejeune va travailler d'arrache-pied pour faire de la génétique une discipline à part entière. Alors ça vous paraît ahurissant aujourd'hui, mais ça n'était pas une discipline à part entière. Donc il la sort de la pédiatrie, il en fait une discipline à part entière. Il va créer le premier certificat de cytogénétique en France, c'est-à-dire l'étude des chromosomes. Et donc il va devenir vraiment le professeur de tous les généticiens de France pendant des générations. Tout le monde passe dans ses cours de génétique. Et puis donc, comme je vous le disais, il est courtisé dans le monde entier, non seulement pour participer au congrès de génétique, mais pour présider les congrès de génétique. C'est vraiment, et on a beaucoup de témoignages d'Américains qui l'ont connu à l'époque, ils disaient, Jérôme Lejeune, c'était vraiment la référence en génétique dans le monde entier. Donc, et alors après, il enchaîne les prix, les nominations dans les académies. Enfin, son CV fait au moins 4 ou 5 pages, ligne à ligne, des prix, des académies, des membres des sociétés savantes. Enfin, c'est vraiment en Angleterre, en Suède, aux États-Unis, en Amérique latine, en Australie, enfin, en France, bien sûr, enfin, voilà, partout. Il est nommé à l'Académie pontificale des sciences à partir des années, je sais très bien, 75, je crois, 76. Il est envoyé par le Saint-Père en mission au nom du Saint-Siège à plusieurs reprises, notamment à une des grandes conférences sur les premières conférences de Pékin là, sur la famille, pour défendre la valeur de la famille selon le Saint-Siège. Donc sa carrière vraiment est au top de ce qu'on peut imaginer. Et ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ça que je veux souligner, c'est que Jérôme Lejeune ne voit pas de contradiction entre la foi et la science. Alors, on va voir, bien sûr, on connaît l'engagement de Jérôme Lejeune au service de la vie, on sait toutes les complications que cela lui a procuré pour sa carrière et pour sa vie personnelle, mais peut-être qu'on mesure moins que le fait que ce grand scientifique était au niveau académique le plus élevé, disent publiquement, alors pas dans les congrès scientifiques, c'était pas le lieu, mais dans les congrès chrétiens, ou même dans sa façon d'être, montre qu'il n'y a pas de contradiction entre la foi et la science, et qu'au contraire, la foi et la science peuvent se faire grandir mutuellement, c'est déjà, c'est une hérésie pour beaucoup de scientifiques de dire ça. Donc déjà, cela lui a valu beaucoup d'inimitié dans la communauté scientifique. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement, quand il dit qu'il n'y a pas de contradiction entre la foi et la science? Il montre en fait que, et je reprends là une citation de Benoît XVI, parfois quand j'écoute Benoît XVI, je me demande s'il ne parle pas exprès de Jérôme Lejeune. Mais il dit « L'intelligence et la foi ne sont ni étrangères ni opposées face à la révélation, car en touchant au mystère, elles sont ensemble des conditions à sa compréhension authentique. » Et Jérôme Lejeune lui dit ça avec ces mots, que je vous cite. La foi et la science expriment toutes deux la vérité, mais ces deux modes de connaissance sont foncièrement différents. L'un, donné gratuitement, s'exprime en langue poétique que le cœur comprend avec joie. L'autre, gagné laborieusement, est un discours difficile que la raison maîtrise avec peine. Alors évidemment, il dit... Comment ? C'est très beau. C'est très beau, c'est vrai. Et en fait, bien sûr, il distingue avec rigueur les registres de chacune. Il ne dit pas dans le domaine de la recherche scientifique Jésus m'a dit que c'était ça, donc c'est ça. Et à l'inverse, il ne dit pas ah bon oui alors bon ben moi la science me dit ça, mais si ça gêne l'enseignement de l'Église, bon ben je le tais. Non. Si la science prouve ça, c'est que c'est ça. Et donc, si on a l'impression que c'est en contradiction avec ce que dit l'Église, ben, il dit c'est qu'en fait, on n'a pas assez creusé
on ne s'est pas assez formé sur le plan spirituel. Parce que très souvent, on croit que c'est ce que dit l'Église. En fait, c'est ce qu'en dit des gens qui ont mal compris ce qu'avait dit l'Église. Donc parfois, il faut aller creuser de ce côté-là. Mais ce qui est vrai aussi du côté scientifique. Il dit, si parfois on a l'impression qu'il y a une contradiction, il dit, creusez encore du côté scientifique, vous allez voir, parce que très souvent, les conclusions scientifiques, on s'aperçoit quelques années plus tard que finalement, c'est des conclusions intermédiaires. Donc il dit, il n'y a pas de contradiction, et si parfois on a l'impression qu'il y a des contradictions, c'est qu'il faut creuser davantage. Je vous cite ces mots, sur aucun point connu n'existe de divorce constaté entre la science d'aujourd'hui et la religion de toujours, la religion et la science. Comment pourrait-il y avoir contradiction entre le vrai et le vérifié? C'est toujours le second qui tarde. Voilà. C'est très logique en fait. Évidemment, si on considère que le monde est créé par le Créateur, le scientifique est là pour essayer de comprendre comment fonctionne le monde, pas le pourquoi du monde, mais comment il fonctionne. Et le monde ne peut pas fonctionner différemment que ce que le Créateur a fait. Donc ça ne peut pas y avoir en contradiction avec ce que la révélation nous dit du Créateur. C'est en fait assez simple, je ne comprends même pas comment on ne comprend pas, tout le monde ne le comprend pas, mais c'est assez simple. Et si on a d'apparentes contradictions, eh bien il faut continuer à mieux chercher pour voir qu'en fait, au fond, il n'y a pas de contradiction. C'est notre manque de connaissances qui nous laisse dans une impasse toute relative. Alors, une autre originalité de Jérôme Lejeune, ça c'est très intéressant, c'est de faire de la foi une alliée de la science. Alors là, ça faisait bondir pas mal de ses petits camarades scientifiques. Et comment ça se manifestait chez lui? Mais en fait, il était attentif à voir les traces de Dieu dans la beauté du monde. Donc, il intègre l'ordre de la création dans sa réflexion. Et ce qui fait que parfois, il cherche avec une méthode différente des autres. Je vous donne un exemple qui m'a été rapporté par un médecin qui l'aimait beaucoup, enfin un chercheur, et qui allait le voir régulièrement. Et donc, Jérôme Lejeune avait fait un grand schéma de tous les rouages biochimiques du cerveau. Et un jour, ce médecin vient le voir, et Jérôme Lejeune lui dit « Henri, je suis sûr que le problème vient là. » Il lui montre un endroit du rouage. Alors, Henri lui dit « Mais pourquoi ?» Parce que là, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu fait que des choses belles. Je suis sûre que c'est là que ça ne va pas. Alors évidemment, on dit ça dans un progrès scientifique, c'est pas possible. On dit c'est un illuminé. Bon. Mais c'était des intuitions, et ces intuitions, beaucoup de ces intuitions, certaines qu'il n'a pas pris la peine de démontrer, ont été démontrées des années plus tard. Notamment, j'ai oublié quel cas, mais sur un diagnostic pour la trisomie d'un problème justement biochimique qu'il avait identifié dans une espèce de raccourci comme ça, intuitif. Et il était tellement sûr qu'il ne l'avait pas démontré. Et en fait, c'était démontré par un japonais 20 ans plus tard. Donc évidemment, certains scientifiques disent non, mais c'était pas sérieux. N'empêche que ces recherches scientifiques étaient, elles, très sérieuses. Et c'était un scientifique totalement. Parce qu'à l'inverse, certains chrétiens ont été un peu désarçonnés. Parce que quand il lit la Bible, il la lit comme un scientifique. Alors je vous donne un exemple aussi. Quand il lit la Visitation, je sais pas, peut-être certains d'entre vous ont lu sa petite méditation sur la Visitation, qui est magnifique. Et en fait, donc, voilà, l'ange apparaît à la Sainte Vierge, et puis elle part en hâte voir Élisabeth. Donc Christine invite, elle part en hâte voir Élisabeth. Et Jérôme Lejeune calcule, il dit, elle part en hâte. Les distances ne sont pas longues entre là où était Élisabeth, enfin là où était Marie et là où va Élisabeth. À dos d'âne ou à pied, c'est maximum une semaine. Et quand elle, bon, je ne sais pas si vous avez calculé, moi j'ai jamais calculé le nombre de jours que Marie a dû mettre pour arriver chez Élisabeth. Bon. Vous voyez, il faut quand même avoir un esprit un peu particulier. Et elle arrive chez Élisabeth, et là, eh bien l'enfant tressaille dans le sein. Donc, et Jérôme Lejeune dit, vous voyez, Jésus avait une semaine, c'était un embryon d'une semaine. Et Jean-Baptiste a tressailli dans le sein en sentant la présence de cet embryon d'une semaine. Il dit, bien, les docteurs d'aujourd'hui feraient bien de relire voilà, des textes très anciens, parce que ça leur apporterait une connaissance que parfois on met en doute aujourd'hui, même avec la science la plus pointue, avec les échographies, etc. Oui, donc c'était toujours cette lecture très concrète des choses. Alors, ce qui posait parfois, ce qui me pose aujourd'hui un problème, postulateur,
Ça va vous faire sourire, mais quand le procès de canonisation a commencé, la famille m'avait dit, tu verras, tu auras du mal à avoir un miracle, parce que papa avait un peu de mal à croire au miracle. Au début, ça me faisait rire, maintenant ça me fait un peu moins rire, parce que j'attends le miracle, mais c'est assez vrai. En fait, c'était un scientifique. Donc, très souvent, on lui disait, ah, professeur, est-ce que vous pouvez venir voir, là, il y a une Sainte Vierge qui pleure des larmes d'huile, est-ce que vous pouvez venir voir? Il n'y allait jamais. Il disait, la plupart du temps, c'est sûrement faux. Mais voilà, je ne suis pas là pour dire à chaque fois c'est faux. Ben, il n'était pas du tout attaché à ces choses-là. On n'a pas besoin de ça pour croire. Alors, il croyait bien sûr aux miracles reconnus par l'Église, évidemment, le miracle de l'Évangile, il croyait à Lourdes, c'était reconnu par l'Église, mais il courait pas du tout derrière le sensationnel. C'était pas du tout son genre de. Voilà. Donc il était très, voilà, c'était très en place. La foi, la science, mais c'était un chrétien scientifique et un scientifique chrétien. Il n'était pas scientifique d'un côté et chrétien de l'autre, comme parfois on peut être tenté de l'être. Une autre qualité importante pour le comprendre qui il était et qui guidait sa conscience, c'était l'humilité. L'humilité du savant. Alors, bon, pour moi, être humble, c'est pas très compliqué, parce que franchement, j'ai pas beaucoup de raisons d'être vaniteuse. Pour lui, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on est un chercheur comme Jérôme Lejeune, qui est courtisé dans le monde entier, c'est une vraie vertu ancrée. Et cette vertu, je trouve, elle est très bouleversante chez des personnes géniales, au sens propre du terme, comme était Jérôme Lejeune. Toutes les personnes qui ont eu la chance d'approcher Benoît XVI ont été touchées par l'immense humilité. Benoît XVI consentait, jointe à cette immense intelligence. Jérôme Lejeune, c'était pareil. Et cette humilité l'a préservé de prendre des positions, ou de tenter de prendre des positions qui auraient pu aller contre sa conscience. Et j'ai voulu cette citation de lui. La seule dignité des scientifiques, c'est d'avoir l'audace de dire « ça vraiment je ne sais pas, je ne suis pas compétent ». Les scientifiques ne sont absolument pas faits pour poser des barrières. Ce qui nous dit ce qui est bien ou mal, ce n'est pas la science, c'est la morale. Et si la science ne se soumet pas à la morale, la science devient folle. Donc cette humilité, elle est aussi évidemment dans ses choix de vie. Donc, il avait fait graver sur son épée d'académicien craindre, enfin, Timothée Dion et Michel Alioud, donc craindre Dieu et rien d'autre. C'est vraiment une des boussoles de sa vie. Craindre Dieu et rien d'autre. Alors la crainte pas servile, hein, la crainte de déplaire à Dieu. Et puis c'est l'humilité aussi face à la souffrance. La souffrance de tous les patients qui recevaient en consultation, c'est difficile pour les médecins. C'est difficile d'être tous les jours confrontés à des souffrances parfois vraiment terribles. Et quand vous annoncez le diagnostic aux parents, le monde s'écroule. C'est difficile. Et il y a une tentation pour le médecin, j'allais dire une tentation presque une bonne tentation. Bon, en fait, c'est pas une bonne tentation, mais beaucoup de médecins aujourd'hui ne supportent pas cette souffrance. Et pour essayer d'y répondre, proposent des mauvaises réponses. L'avortement, l'euthanasie, etc. Mais c'est pas pour faire du mal, ils font pas ça pour faire du mal, ils font ça pour essayer de venir en aide à une souffrance qu'ils trouvent trop pénible, trop dure. Et c'est là aussi où il y a cette humilité du médecin qui dit, en fait, on n'a pas d'explication pour cette souffrance. On n'a pas d'explication. Et je ne peux pas me mettre à la place de Dieu pour dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Je ne sais pas, je suis qu'un homme, je ne peux pas me mettre à la place de Dieu. Je ne peux pas me mettre en... Je n'en veux pas à Dieu, et je ne vais pas pouvoir forcément vous soulager de tout, mais je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir pour vous accompagner. Donc cette humilité est vraiment aussi une des clés pour comprendre l'engagement et la droiture de la conscience de Jérôme Lejeune. Et donc je vais prendre encore 5 minutes pour réunir tout ça et aller au cœur du sujet. Vous voyez, donc cet amour inconditionnel de Jérôme Lejeune, cette intelligence qui est aimantée par la vérité, et cette unité du cœur et de la raison va donner à Jérôme Lejeune une liberté et une force absolument extraordinaire. Et c'est là où il va y avoir ce non possumus, que vous connaissez tous ici, c'est le non possumus des martyrs romains. Ils disent maintenant, nous ne pouvons pas trahir notre foi, nous ne pouvons pas trahir ce que notre intelligence ou notre cœur nous indique. Bien, quand les lois sur l'avortement vont être discutées en France et dans le monde entier, Jérôme va dire non, non possumus, je ne peux pas
accepter ça. Je ne peux pas par tout ce que je suis, parce que je suis au service de mes patients et parce que je suis au service de la vérité et que mon art médical qui de soigner le patient, jamais évidemment le tuer, et mon intelligence qui me dit je veux le bien de ce patient et donc c'est pas sa mort, et mon amour pour ces patients me disent ça n'est pas possible. Et c'est comme ça qu'il a eu le courage de se lever. Et après, donc ça c'est tout le deuxième pan de sa vie qu'on n'a pas développé là, mais que je pense que vous connaissez assez bien, où il va dire non, il va prendre publiquement la défense de ses patients, il va s'opposer aux lois sur l'avortement en France, mais dans le monde entier, notamment au grand congrès, à San Francisco en 69, où il reçoit le grand prix de génétique, le plus grand prix de génétique au monde, Allen Memorial Award. Il a devant lui le grand parterre des meilleurs généticiens du monde. Et donc, vous savez, c'est comme si vous recevez le prix Nobel. Donc en général, ce jour-là, vous faites un discours en disant merci beaucoup, vous êtes tous formidables, on fait un travail formidable. Il n'a pas du tout. Là, il donne ce discours qui est devenu historique sur la nature de l'homme. Et le sous-titre, c'est To kill or not to kill, donc tuer ou ne pas tuer. Et donc dans une logique implacable où il invite les généticiens, donc ses confrères, à réfléchir au sens de leur art, puisque depuis, on est en 69, depuis 2-3 ans, il sent dans les congrès de génétique aux États-Unis la montée de l'eugénisme, et l'eugénisme du 19e siècle, mais qui ne pouvait pas encore s'appliquer en médecine, puisqu'on ne savait pas encore sélectionner en prénatal. Mais par la découverte de Jérôme Lejeune, c'est de pouvoir unir un troisième chromosome, et la découverte de Sir Lillet, qui était un grand chrétien aussi de Nouvelle-Zélande, qui avait fait la première amniosynthèse, ces deux découvertes faites par deux grands chrétiens pour servir à soigner les patients ont été retournées contre les patients, et à la fin des années 60, les généticiens proposaient de les utiliser pour sélectionner in utero. Et donc Jérôme Lejeune disait c'est un contresens intellectuel, un contresens scientifique et un crève-cœur. Et donc, ce jour-là, à San Francisco, il a pris publiquement, au plus haut niveau, la parole pour dire mais il faut réfléchir, parce que si vous voulez utiliser votre science pour sélectionner les êtres humains, eh bien c'est le contraire de la médecine. C'est une logique, c'est extraordinaire. Mais à ce moment-là, qui va donner les critères d'admission à la vie? Qui va faire appliquer ces critères? Qui va être le juge d'application des peines? Et puis, il faut être concret, il faut changer le nom de l'organisme qui nous invite aujourd'hui, le National Institute for Health, l'Institut national de la santé, en National Institute for Death, l'Institut national de la mort. Jean Lejeune avait le sens des formules. Celle-là, je peux vous dire qu'elle a claqué. Il y a eu un silence de mort. Il est retourné à sa place, personne n'a applaudi, tout le monde s'est écarté. Et il est rentré le lendemain en France, et dans son journal, il a écrit dans l'avion je savais très bien qu'en disant ça, on ne me pardonnerait pas, que les grandes consciences ne me pardonneraient pas cette incartade, et qu'en faisant ça, je perdrais mon prix Nobel. Mais entre-temps, le prix Nobel entendre le prix Nobel étant le coup aux enfants trisomiques, il n'y avait pas à hésiter. Et à partir de là, effectivement, sa carrière va s'effondrer, c'est-à-dire qu'il ne sera plus invité dans les congrès de génétique, mais d'autres portes vont s'ouvrir, et beaucoup plus importantes, puisqu'à partir de ce moment-là, il va être invité dans le monde entier, non plus seulement pour des congrès scientifiques, mais pour témoigner au plus haut niveau de la dignité inviolable de toute vie humaine. Et donc, quand je dis au plus haut niveau, c'est-à-dire dans les parlements, Parlement d'Ottawa, Parlement aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans pas mal de pays d'Europe, en Amérique latine. Il est invité à témoigner aussi, notamment par le grand cardinal O'Connor, qui lui demande de témoigner dans des grands procès aux États-Unis sur l'humanité des embryons, au fameux congrès de Marieville. Ouais. Alors, j'ai 2 minutes de rab là, donc si vous n'êtes pas lassé, non, ça va. Le congrès de Marieville, voilà. Le congrès de Marieville, c'est en 89, c'est un congrès qui fera jurisprudence, parce que c'est dans le Tennessee, aux États-Unis, et c'est un couple en instance de divorce qui a 7 embryons congelés. Et donc en droit, il y a 2 catégories, c'est des choses ou des personnes. Et donc, ce sont des choses, ça peut être détruite, s'il y a des personnes, évidemment, c'est plus compliqué. Et le père dit, enfin le mari dit, moi j'en veux pas, on détruit. Et la femme dit, non, ce sont nos enfants, on ne détruit pas, il faut qu'on les réimplante. Et le juge dit, ah bon, moi je ne sais pas ce que c'est.
Donc, il est très embêté. Et il se trouve qu'un avocat américain, Martin Palmer, qui connaissait bien Jérôme Lejeune, tombe sur cette affaire en lisant le journal, dans le nord des États-Unis. Il voit ça et dit, mais il faut absolument faire témoigner Jérôme Lejeune à la barre. Donc, il trouve le numéro de téléphone du juge, qui s'appelle Dale Young, et il lui dit, écoutez, faites reporter 3 jours la fin du procès, et je fais venir témoigner à la barre un grand généticien français qui vous expliquera ce que c'est qu'un embryon. Et l'autre dit un généticien français pour vous dire, oui, vous allez voir, mais est-ce qu'il est d'accord pour vous dire, oui, il sera sûrement d'accord, etc. Le juge dit, ok, je vous donne 3 jours. Et donc, Martine appelle Jérôme Lejeune, qui est à Rome, on est au mois d'août, et Jérôme Lejeune dit, oh, très bien, mais que dit la mère? Alors Martine dit, la mère, qui s'appelle Marie, lui dit, ce sont des enfants et il faut qu'on les réimplante. Et si on ne me donne pas l'autorisation de les réimplanter à moi, eh bien il faut que ce soit réimplanté dans une autre femme. Et Jérôme Lejeune dit, mais ce jugement a déjà été donné, c'est le jugement de Salomon. Je ne pensais pas que j'y assisterais un jour et je viens. Et donc il dit, donnez-moi 2 jours parce que je ne peux pas décommander mes patients et je prends l'avion dans 3 jours. Donc, et alors, ce qui a beaucoup marqué l'avocat aussi, c'est que Jérôme Lejeune a payé lui-même son billet d'avion. Il n'était pas très riche, hein, et il a payé un aller-retour dans le Tennessee, c'est quand même, ça grève quand même votre budget familial. On ne s'est pas posé la question. Et donc il est parti. Il a fait à Marieville une démonstration magnifique. Alors il y avait 200 journalistes, enfin c'était très 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 médiatisé. Une démonstration magnifique sur tout simplement ce que c'est que l'embryon humain, et donc le développement embryonnaire, 1, 2, 3 cellules, etc. Et donc le pré-embryon n'existe pas, c'est une invention. Avant il y a des gamètes, dès la fusion des gamètes, c'est un embryon qui se développe. Et donc c'est un petit être humain. Et il y avait dans la salle un médecin qui s'appelle John Bruchewski. Et ce John Bruchewski était le médecin qui avait fait les embryons. Il était gynécologue, il faisait des PMA, il faisait des avortements pour le laboratoire où avait été consulté ce couple. Et donc il dit, c'est moi qui ai fait ces embryons. Et c'est notre laboratoire qui avait inventé le mot pré-embryon. Et moi je suis chrétien. Mais j'étais quand même gênée aux entournures parce que je faisais dans mon laboratoire, mais je savais bien que je ne pouvais pas dire je suis chrétien, je ne le fais pas. Donc quand je rentrais le lundi au labo, je mettais ma foi dans ma poche de ma blouse, et puis je la ressortais le dimanche pour aller à la messe. Et puis, voilà. Mais ça commençait à me déplaire vraiment. Et je savais que Jérôme Lejeune était un grand chrétien, et donc je voulais savoir ce qu'il avait à dire. Et donc ce John Bruchewski est venu écouter l'audition, le témoignage de Jérôme Lejeune, et il a été retourné. Il a été retourné, et en fait c'était extraordinaire, cette intelligence de Jérôme Lejeune. Il disait des choses très belles, très scientifiques, il y avait comme une espèce de lumière qui se dégageait de tout ce qu'il disait, la lumière de la vérité, l'évidence. Et en l'écoutant, je me suis dit, mais il a raison. Mais donc s'il a raison, il faut que je change de vie. Et 15 jours après, il est retourné à son laboratoire et il a dit à sa chef, c'est fini, je ne peux plus continuer comme ça. Il a rendu sa blouse blanche. Et après, il a créé un réseau de cliniques pour s'occuper des femmes enceintes en difficulté aux États-Unis. Et après, il fait des conférences aux États-Unis et partout sur Jérôme Lejeune qui a changé sa vie. Et c'est un bel exemple parce que, et le juge Dale Young a pris quelques jours après de réflexion, et il a conclu à l'humanité des embryons, qui sont des petits êtres humains. Donc ces embryons ont été sauvés dans un premier temps. Malheureusement, le père a fait appel et ensuite les embryons ont été détruits. Ce qui a été une grande souffrance pour Jérôme Lejeune. Et donc là, il y a 2 choses et sur lesquelles on peut finir. C'est cette intelligence de Jérôme Lejeune. Il y a une sainteté de l'intelligence. Et ça, je trouve qu'on oublie peut-être un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression d'être saint, c'est d'avoir un cœur qui palpite. Mon Dieu, je vous aime, j'aime les pauvres, et ça suffit. Alors c'est très bien, tout ça c'est très bien. Mais ça veut dire quoi, j'aime? Est-ce que c'est juste le cœur qui palpite? On ne sommes pas des bêtes, nous sommes des hommes avec une intelligence, et notre intelligence est là. Dieu nous a créés avec une intelligence pour, en fait, le contempler, trouver la vérité, le contempler. Donc il y a une sainteté de l'intelligence. Et Jérôme Lejeune, depuis l'enfance, en fait, a fait travailler son intelligence, l'a fait grandir. Et c'est cette intelligence bien formée qui lui a fait voir la vérité et il lui a fait choisir la vérité.
on ne la choisit pas seulement avec l'intelligence, la vérité, on la choisit aussi avec le cœur. Et c'est le deuxième volet de ce que je développe depuis le début. Vous voyez, cet amour de Jérôme Lejeune, et on ne peut pas comprendre l'œuvre de Jérôme Lejeune, et donc la droiture de sa conscience, si on n'a pas d'un côté cette intelligence aimantée par la vérité, mais la vérité, ça peut être froid, hein, parfois. Il y a des gens qui ont... C'est vrai ce qu'ils disent, mais je ne sais pas pourquoi, il y a une impression de froid, c'est glaçant, ça fait peur. Puis il y a des gens, c'est très beau ce qu'ils disent, oh oui, c'est plein de bons sentiments, mais c'est un peu cucu, on veut dire oui, enfin, c'est pas très étoffé, quoi, ça tient pas un peu d'analyse. Bon. Et c'est rare, je trouve ça rare, d'avoir des gens qui ont un amour exceptionnel, jusqu'à héroïque, jusqu'au partir, être capable de dire non possumus, en sachant pertinemment qu'il perdrait toute sa carrière, et cette intelligence tellement douée, tellement droite et tellement aimantée par la vérité. Alors c'est vrai que moi, pour moi, il y a saint Thomas d'Aquin, il y a Jean-Paul II, il y a Benoît XVI, il y a Jérôme Lejeune, enfin, il y en a quelques autres, mais vous voyez, enfin, je suis un peu sélectif quand même. Hein, mais voilà, et quand je lis Jérôme Lejeune, ça fait quand même pas mal d'années maintenant, hein, ça fait moins de 25 ans, parfois je me surprends encore en lisant certains textes, avoir les larmes aux yeux, en disant mais qu'est-ce que c'est beau, je dis oh, c'est ridicule, tu connais par cœur ce texte, mais c'est tellement beau. En fait, ça dilate le cœur et l'intelligence. Et ça donne une unité et une force à la conscience qui avance après, oui, sans peur, qu'un seul boussole, qui a Dieu pour seul boussole. Donc oui, Jérôme Lejeune, on ne peut pas comprendre si on ne comprend pas qu'il était lu par la miséricorde. C'est quelque chose que j'aurais voulu développer, mais je ne développerai plus. Mais la vraie miséricorde, charnelle et spirituelle. La charité pour les patients, mais c'est aussi la charité du mot juste, la charité de l'intelligence. Et donc quand quelqu'un se trompait, de dire qu'il se trompait, non pas pour des choses anodines, mais sur les questions du respect de la vie. Voilà. Moi, à mon tout petit niveau, en travaillant à la Fondation Lejeune, il y a des fois on se dit on gagnerait en tranquillité à se la boucler, hein, à rien dire. Franchement, parfois on se dit ce serait tellement plus confortable de ne rien dire. Ben oui, mais si on ne dit rien, qui va le dire? On a un devoir de vérité, on a un devoir de le dire. Alors sur un premier, c'est pas toujours confortable pour la personne qui l'entend, mais c'est ça qui va la libérer. Et vous voyez, John Bruchelski, il a eu le courage d'aller écouter Jérôme Lejeune, et ce que la vérité de Jérôme Lejeune lui a indiqué, l'a libéré. Et je vous ai parlé de San Francisco. Donc c'était un tsunami, hein, les gens se sont écartés de lui. Hein. Mais ce qui est extraordinaire, c'est 30 ans plus tard, c'était en 69, 30 ans plus tard, on a des témoignages, jusqu'à aujourd'hui, on a des témoignages de personnes, de médecins qui étaient sur place, et je vous donne un exemple d'un médecin qui était sur place, et quand il a su qu'il y avait un procès de canonisation, il a cherché à me contacter pour témoigner. Moi, ce jour-là, j'habitais à San Francisco, j'étais jeune gynéco, et je voulais aller voir la star dont tout le monde parlait, donc j'habitais à ce congrès, je n'allais jamais à ce congrès, et là, je voulais aller voir la star française qui arrivait, donc j'ai été le voir, et il dit Wow, my God! Quand je l'ai entendu dire ce qu'il disait, je me suis dit, oh, c'était un tremblement de terre. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, ce jour-là, il y a eu 2 tremblements de terre à San Francisco. Il y a eu un vrai le matin, tout a bougé, géologiquement. Et il y a eu le discours de Jérôme Lejeune l'après-midi. Et après, il dit, mais je n'ai jamais oublié ce qu'avait dit le professeur Lejeune ce jour-là. Moi, j'ai fait des avortements, j'en ai fait beaucoup. C'est jamais facile. À chaque fois que j'en faisais, je pensais à ce qu'avait dit Jérôme Lejeune, et ce jour-là était le plus beau jour de ma vie. C'est incroyable, oui, c'est tout. Il a entendu Jérôme Lejeune en 69, il a fait des avortements après, à chaque fois qu'il faisait des avortements, il savait que ça n'allait pas, il pensait à ce que disait Jérôme Lejeune, et les paroles de Jérôme Lejeune étaient le plus beau jour de sa vie. C'est incroyable, il me dit ça avec une peine infinie de tous les avortements qu'il a pratiqués. Et cet homme, je suis sûre que maintenant qu'il est à la retraite, il va se convertir. C'est difficile aussi, hein, quand vous avez pratiqué ça toute votre vie. Je pense qu'il y a des blocages aussi intérieurs, parce que c'est tellement... Si vous finissez par avoir vraiment... de laisser monter à la conscience la réalité de l'acte, je pense que ça fait peur. Donc, cet homme, voilà, lui aussi a été touché par Jérôme Lejeune. Il y en a beaucoup. Alors, vous voyez, sa conscience a été guidée par vraiment la miséricorde, mais charnelle, corporelle et intellectuelle, l'amour du mot juste. Et je finirai en conclusion avec cette phrase que j'aime beaucoup,
qui est une introduction pour la suite, je crois, de la journée. Une phrase de Chesterton que Jérôme Lejeune aimait beaucoup et qui a écrit quelque chose qui s'applique parfaitement bien à Jérôme Lejeune, je vous la lis. Le sein est un médicament parce qu'il est un antidote, et c'est également pour cela que le sein est souvent un martyr. On le prend pour un poison précisément parce que c'est un antidote. Pourtant, chaque génération cherche instinctivement son sein. Il ne représente pas tant ce que les gens veulent, mais plutôt ce dont ils ont besoin. Le paradoxe de l'histoire est que chaque génération est convertie par le sein qui la contredit le plus. Je vous remercie.